Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. La plupart d'entre vous me connaissent. Je suis Christophe Casambrunas, professeur de droit à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Je m'intéresse au dommage corporel, à la jurimétrie et je suis le directeur scientifique de TEMIA qui organise ce webinaire et qui a fourni les données qui vont nous permettre de comparer ce que font les juges et ce que propose le référentiel. Mais cela n'est possible qu'avec l'aide de Raphaël, que je vais laisser se présenter également. Ah, pardon, j'ai interdit de réactiver le son, je suis désolé, c'est de ma faute, désolé Rafa. Je vais te laisser réactiver ton son. Mille excuses, ça n'a Non, pas marché. ouais, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes, je suis Raphaël Balestiero. Rafa, je suis directeur technique de Temia et je suis responsable du coup pour traduire toute l'expertise de Christophe en code pour qu'on puisse avoir toutes ces belles données et ces beaux éclairages géométriques qu'il va nous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Rafa, nous allons commencer. Donc le sujet du jour, c'est de comparer ce référentiel que vous connaissez bien. Alors, comment l'appeler? Le référentiel des cours d'appel, le référentiel Mornay, enfin bon, j'imagine que vous voyez ce à quoi je fais référence. La version 2025, pour ma part, je ne l'ai eu que sous le nom de Benoît Mornay. Je ne l'ai pas encore eu estampillé ENM, si jamais certaines d'entre vous voulons. N'hésitez pas à faire passer, n'hésitez pas à partager, merci par avance. Mais en tout cas, il y a de toute façon un constat qui s'est imposé à tous les spécialistes de la matière. Il n'y a pas eu depuis 2020 de revalorisation, soit du prix du point euh, de DFP, soit des fourchettes qui sont proposées pour les souffrances endurées, pour les préjudices esthétiques permanents, etc. Donc ça a certainement été pour certains une espèce de frustration, je le comprends. Nous, ce qui nous intéresse chez Temia, c'est de regarder, et c'est ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de regarder si ce référentiel modèle ou pas les décisions telles que nous arrivons à les analyser. Et on serait absolument ravi d'échanger avec vous sur votre usage, sur votre pratique, sur ce que vous faites du référentiel. Du référentiel, j'aurais peut-être pu dire des référentiels, puisque vous savez qu'il y a aussi un référentiel de l'ONIAM. Alors bien sûr, il a été un peu malmené par le Conseil d'État, certainement à juste titre. Néanmoins, il existe encore. Aujourd'hui, nous allons malgré tout nous concentrer sur le référentiel qui est utilisé par les juridictions judiciaires, même si nous parlerons un peu de juridiction administrative. Et je crois que nous pouvons tous nous mettre d'accord sur des aspirations qui sont contradictoires. D'une part, on souhaite qu'il y ait un traitement qui soit égalitaire des victimes. Il fut un temps où était documenté, quand on lit de vieux livres du dommage corporel, où il y avait, par exemple, sur le préjudice d'affection, de très grandes différences entre ce qui se faisait dans le nord de la France, ce qui se faisait dans le sud, et cela était difficilement justifiable. Et on peut bien comprendre qu'il faut une certaine harmonisation pour que une décision indemnitaire ne dépende pas entièrement du lieu de la juridiction, du magistrat, de la formation qui intervient, sinon ça donne l'idée d'une loterie qui est certainement désagréable. Mais dans le même temps, il faut que la réparation puisse être individualisée. On ne peut pas avoir un algorithme, et on a beau être une legal tech, on n'est pas du tout en faveur d'une résolution algorithmique automatique par l'intelligence artificielle des litiges, on n'est pas pour le juge robot, pas du tout, mais même en dehors de cette technicisation, je crois que chacun peut être d'accord sur le fait que la réparation correspond à des besoins qui sont propres, individuels à chaque victime, et que l'on ne peut pas avoir une utilisation abstraite ou automatique d'un barème. Donc, avoir un traitement égalitaire, mais avoir un traitement individualisé de chaque victime, j'imagine que vous en avez tous fait l'expérience, bien oui, quelqu'un qui perd un enfant, mais il faut peut-être prendre en compte un certain nombre de spécificité de la situation familiale, mais en même temps ne pas avoir des solutions trop disparates entre les lieux. Aujourd'hui, en droit, c'est une décision un peu ancienne, mais la Cour de cassation déciderait de la même manière aujourd'hui. En droit, on a une certaine hypocrisie. Officiellement, un juge ne peut pas, sans se faire casser, dire qu'il statue par voie de référence à un barème. Il peut dire j'utilise la jurisprudence habituelle, j'utilise les données habituellement utilisées. Enfin, il peut faire des paramètres, il ne peut pas dire je fais référence à un barème, autrement il se fait casser. Néanmoins, on sait tous
on sait tous qu'il y a des références au barème qui sont constantes. À partir de là, comment pouvoir faire une espèce de standardisation qui n'évacue pas la totalité de l'individualisation qui est tout aussi nécessaire? Tout d'abord, un barème ou un référentiel, donc ce serait plutôt un référentiel, doit être strictement indicatif. Et cela, le référentiel des cours d'appel, ou le référentiel sur le dommage corporel, dit Benoît Mornay, il se dit strictement indicatif. Mais il faut encore qu'il soit perçu comme tel par les acteurs. Et là, je dévoile, même si ce n'est pas très élégant de ma part, je dévoile et je fais en même temps la publicité d'une étude faite dans le cadre de l'Institut Robert Badinter par mon collègue Vincent Rivolier, qui a fait une étude en profondeur avec des méthodes sociologiques sur l'utilisation des outils par les avocats. Et parmi les outils, il y a les référentiels. Et il y a un certain nombre d'avocats qui estiment que les fameuses fourchettes du référentiel Mornay sont des fourchettes strictes dont on ne peut sortir. Ceux qui soutiennent cela disent soit un juge n'acceptera pas de sortir, donc je ne fais pas des prétentions sérieuses si je sors, soit estiment que ce référentiel, d'une certaine manière, s'impose à eux. Ce n'est pas ainsi qu'a été conçu le référentiel, mais c'est comme ceci qu'il est perçu, et cela est certainement problématique et suppose que l'on confronte les référentiels aux données réelles pour voir qu'ils sont effectivement seulement indicatifs. Les enjeux, c'est de l'équité. C'est aussi paraître sérieux, puisque faire une demande complètement déconnectée de ce qui se fait habituellement, ou une offre complètement déconnectée, cela enlève le sérieux. Et puis on a besoin de prévoir un minimum les indemnités. La victime pour se projeter dans son avenir, le payeur pour provisionner, et aussi certainement pour favoriser l'amiable. Si il y a une sorte, peut-être pas de certitude, mais de prévisibilité de l'issue d'un contentieux, cela est très en faveur de l'amiable, puisque je n'irai en contentieux que si j'estime que j'ai une chance raisonnable d'avoir une somme suffisamment plus intéressante pour moi, à la hausse ou à la baisse, que ce qui m'est proposé par l'autre partie, par rapport à tous les coûts que cela va induire. Donc nous allons regarder cela à l'aide des données de Temia. Chez Temia, nous extrayons des données à partir des décisions de justice. Mais je voudrais préciser, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la legal tech, ce qui fait notre éthique. Les référentiels n'ont pas été réévalués. Alors pour ce qui est du point de DFP, je réponds à une question qui est dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Pour ce qui est du point de DFP depuis 2020, pour ce qui est des fameuses fourchettes souffrance endurée, etc., qui sont en fait toutes les mêmes, c'est antérieur. Et je vous avoue que je n'ai pas la date exacte, je n'ai pas recherché depuis quand ça n'avait pas été réévalué, mais en tout cas, plus de 2020. Alors que, évidemment, vous l'avez remarqué au supermarché, l'inflation a quand même galopé autour des années 2022. Et l'on pourrait discuter à l'envi de ce que le référentiel doit suivre l'inflation ou pas. Si on estime que l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial, c'est d'une manière ou d'une autre un surcroît de pouvoir d'achat, eh bien ce pouvoir d'achat, il doit avoir une expression monétaire qui augmente. 2017, eh bien merci, c'est formidable, merci pour ce travail collaboratif. Pour Hélène, je suis désolé, je n'ai que votre prénom et Maître Barthes, merci pour vos précisions. Notre éthique chez Temia, ce que l'on propose dans nos recherches, dans les données que l'on met à disposition de nos utilisateurs, c'est déjà on ne se base que sur des données. On ne fait pas de prédiction, de prévision. On utilise tous les arrêts qui sont à notre disposition et nous ne les trions pas, sauf pour enlever ceux qui ordonnent une expertise, ceux qui corrigent une erreur matérielle, bref, ceux qui n'ont pas de montant indemnitaire. Et toutes les décisions que nous utilisons sont accessibles aux utilisateurs qui peuvent les trier, notamment par montant, pour voir les plus élevés, les plus faibles, par poste de préjudice. Nous ne prétendons pas faire de la prévision. Nous faisons des statistiques sur des données qui sont en open data depuis le 1er janvier 2022 pour les cours d'appel, au fur et à mesure pour les tribunaux judiciaires. On montre ce qui existe. On ne vous donne pas des chances de réussite ou des espoirs de gain ou que sais-je encore. Nous ne présentons pas de fourchettes, nous présentons des boîtes à moustaches.
on en parlera ensuite. Une boîte à moustaches, les petites barres qui sortent de la boîte, indiquent 99% des décisions. Donc ça indique la variété des décisions. Et la boîte, ce n'est que la moitié des décisions. Donc ce n'est pas une fourchette. Il y a autant de décisions en dehors de la boîte que de décisions à l'intérieur de la boîte. Donc nous ne sommes pas là pour faire un espèce de super data juste, nous faisons autre chose. Et nous essayons, ce que nous faisons maintenant, de sensibiliser les utilisateurs à la dialectique entre la standardisation et l'individualisation pour montrer qu'il y a des courants qui sont dans tous les sens. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter une exploitation des données en open data depuis le 1er janvier 2022. Nous allons les comparer avec le référentiel dit Mornay de 2025. Et on a en gros 3 groupes de données. On a le DFP, puisque vous le savez, pour le DFP, on a un tableau de prix de points. Ce n'est pas une fourchette, c'est un calcul que l'on propose de faire pour avoir un DFP. Nous avons des fourchettes pour le préjudice esthétique permanent, les souffrances sans durée, le taux horaire de l'assistance tierce personne. Alors il y en a d'autres, mais nous avons pris cela. Et puis nous avons pris aussi des postes, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement, pour lesquels il n'y a pas d'indication chiffrée dans le barème. Et nous allons essayer de répondre à ces questions. Est-ce que les indemnisations suivent le référentiel? Est-ce que les prétentions des parties suivent le référentiel? Dans quelle mesure les indemnisations sont variables? Est-ce qu'on voit une inflation entre 2022 et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des risques à faire des offres trop basses ou des demandes trop élevées? Allez, on commence et on se demande si les indemnisations suivent le référentiel et on commence par le DFP. Pour le DFP, on a fait un calcul. C'est-à-dire que pour chaque décision, et ici vous voyez des décisions, nous avons calculé le DFP au point Mornay. C'est-à-dire on a pris le tableau, là on a un peu plus de 2000 décisions qui sont concernées, on a pris le tableau, on a pris l'âge de la victime, son taux de DFP, on a fait la multiplication, on a eu le taux Mornay. Puis on a regardé ce qui était dans la décision, le chiffre qui a été donné dans la décision, que l'on a divisé par ce résultat théorique, entre guillemets, du point Mornay. Et ça nous donne un taux, ça nous donne un pourcentage, ça nous donne un nombre. Quand on est à 1 à 100%, ça veut dire que la décision a suivi exactement ce qui est proposé dans le référentiel Mornay. Et vous voyez cette espèce d'immense barre ici, qui regroupe la quasi-totalité des décisions. Quand on est en dessous de cette barre, ce sont des décisions qui ont donné moins que ce qui a été proposé par le référentiel Mornay. On a une petite barre à... Pardon, je n'ai pas fait en sorte que vous voyez. Là, ici, vous voyez mon petit point rouge normalement. Nous avons une petite barre ici qui correspond à environ 90%. En effet, en 2020, il y a eu une augmentation de 10% du point Mornay. Donc cette petite barre, ce sont des décisions qui utilisent, alors même que nos décisions les plus anciennes sont de 2022, ce sont des décisions qui utilisent l'ancien tableau, celui avant revalorisation. Les autres petites barres, les décisions qui sont largement en dessous du point Mornay, ce sont des décisions où souvent il n'est question que d'aggravation, ou alors on a une victime qui est décédée, on a une proratisation. Mais la plupart du temps, c'est en fait une aggravation. Vous ne voyez, je vois dans le chat que certains ne voient pas les schémas, ne voient pas le graphique. Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans le chat si vous voyez ou pas, si c'est une question... Ok, ok. Alors, vous voyez, mais vous voulez une nouvelle explication. Nous avons fait ici, en fait, le rapport entre ce que donne la décision et c'est qu'elle donnerait... Ouais, c'est petit, je suis désolé, parce que la barre est très grande. Et je partais du principe que vous aviez des grands écrans comme le mien. Mais apparemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais je vous en donne l'explication et évidemment, nous vous donnerons les schémas. Comme ça, vous pourrez les zoomer autant que vous souhaitez. Nous faisons ici, sur ce dessin, le rapport entre ce qu'a donné effectivement la décision et ce qu'elle aurait donné si elle avait suivi exactement le référentiel Mornay. Quand on est à 1, ça veut dire que la décision a donné exactement le référentiel Mornay sur le DFP. Et vous voyez que nous avons la quasi-totalité des décisions à 1. La petite barre en dessous vers 90, c'est l'utilisation de l'ancien référentiel Mornay.
Les autres décisions plus basses, ce sont souvent des cas où nous avions des cas d'aggravation. Et donc, en fait, on ne va indemniser que l'aggravation. Donc, si la victime arrive, je sais pas, à 72% de DFP, ben, évidemment, on ne va pas lui donner 72% de DFP, mais en dessous. Les petites pointes au-dessus, et vous voyez qu'elles sont très rares ici, et ce sont les décisions qui ont donné plus que le référentiel Mornay. Essayons de voir ce qui caractérise ces décisions qui donnent plus que le référentiel Mornay, qui s'écartent vers le haut de ce référentiel Mornay, et c'est représenté ici. J'ai renversé mon graphique. Ce qui est sur cette ligne-là, enfin sur cette ligne verticale ici, ce sont les décisions qui sont juste au point Mornay. Ce qui est en dessous, c'est essentiellement des décisions qui parlent d'aggravation, donc on ne va pas les regarder. Ce qui est vers la droite, ce sont des décisions qui donnent plus que le référentiel Mornay, jusqu'à 10 fois plus ce que propose le référentiel Mornay. Mais sur l'axe vertical, j'ai le taux de DFP. Et vous voyez que j'ai une sorte de triangle ici qui se dessine, c'est-à-dire que les décisions qui s'écartent vers le haut du référentiel Mornay, celles qui donnent plus que le calcul au point, ce sont essentiellement des décisions pour de faibles taux de DFP. Plus le taux de DFP est faible et plus les juges acceptent de s'éloigner du référentiel Mornay. C'est beaucoup plus difficile, même si ce n'est pas impossible. On voit ici un taux de DFP à 60%, on arrive à avoir 3,5 fois ce que propose le référentiel. C'est malgré tout extrêmement rare. Il y a très peu de points dans cette partie du tableau. Les souffrances endurées. Je sais, c'est encore petit, mais je suis un peu contraint par les tailles d'écran. Vous avez les souffrances endurées à 0,5, 1, 1,5, etc. Vous avez les montants qui sont donnés de 0 à 150 000 euros. Oh, mais oui, bon, on va avoir les demandes, Claudine, on va avoir. Je n'aurais pas fait cela sans les demandes, bien sûr. Tu m'en aurais voulu, je le sais. Donc il y aura bien sûr les demandes dans une prochaine diapositive. Les souffrances endurées sur l'axe vertical de 0 à 150 000 euros, et à chaque fois je distingue entre cour d'appel et tribunal judiciaire. Les flèches rouges représentent les fameuses fourchettes Mornay. Vous voyez que pour ces souffrances endurées, on pourrait dire que l'on suit plutôt le référentiel Mornay, avec, quand il y a des écarts, ils sont plutôt à la hausse sur les faibles cotations, mais sur les fortes cotations, on a plutôt des écarts à la baisse. Néanmoins, dans tous les cas, vous voyez la largeur de nos boîtes à moustaches, elles sont beaucoup plus larges systématiquement que nos référentiels Mornay. C'est-à-dire que 50% des décisions, enfin plus de 50% des décisions ne rentrent pas dans les fourchettes Mornay. Et là, vous voyez plein de petits points qui se baladent, des petits points bleus. À chaque fois, c'est une décision qui a osé donner, par exemple, 150 000 euros pour des souffrances endurées cotées à 3 sur 5, là où a priori on était en dessous de 20 000, parce que le maximum de la fourchette Mornay, pour 4 sur 5, c'est 20 000. Mais on peut obtenir plus. Systématiquement, on peut obtenir plus, tout comme il arrive aussi d'obtenir moins pour différentes raisons. Mais comparer la hauteur des boîtes à moustaches avec la hauteur des fourchettes Mornay et constater que les fourchettes Mornay, certes, sont des points de fixation importants pour les juges, qui souvent vont donner le haut, le bas, le milieu de la fourchette, mais qui sortent très souvent de la fourchette. On peut faire le même constat pour le préjudice esthétique permanent. C'est la même chose, les cotations de 0 à 7 et l'indemnisation qui se fait entre 0 et 80. Et l'on voit que les boîtes à moustaches sont plus larges que les fourchettes, c'est-à-dire que les juges arrivent à sortir vers le haut comme vers le bas des référentiels Mornay. Ça, c'était pour le juge judiciaire, parce que si je vous mets exactement le même pour le juge administratif, que je confronte non pas avec le barème de l'ONIAM, mais que je confronte avec le barème Mornay, parce que après tout, il n'y a pas de raison que le juge administratif suive le barème de l'ONIAM, et que, on va dire, les projets de réforme en cours tendraient plutôt à la création d'un barème unique ou d'un référentiel unique. Vous voyez que le juge administratif est en principe très en dessous de ce qui est recommandé. Pour le taux horaire de la tierce personne, là encore,
Alors, je prends la tierce personne, pardon, je devrais préciser, la tierce personne temporaire non spécialisée. Pourquoi j'ai pris celle-ci? C'est parce que la plupart du temps, elle se fait sans justificatif, hein. Ça a souvent été une tierce personne familiale où on a besoin de réévaluer, etc. Et vous voyez que si dans le référentiel on nous dit oh c'est quelque part entre 16 et 25 euros la tierce personne, vous voyez qu'il y a énormément de décisions qui sont en dessous, énormément de décisions, enfin pardon, quelques décisions qui sont au-dessus. On a du mal à excéder ce chiffre des 25, c'est très rare, et une grande distinction selon les magistrats. On voit que les juges administratifs, c'est la première et la troisième boîte à moustache pour administratifs d'appel, tribunaux administratifs, sont très en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a cet attrait pour le 13 euros de l'heure qui était dans le référentiel de l'ONIAM, enfin dans le barème de l'ONIAM, et qui a justement justifié son illégalité comme étant en dessous du SMIC. Les parties. Essayons de voir si les parties suivent le référentiel, les offres, les demandes. Voici pour le DFP. Si les décisions sont aussi fréquemment alignées sur le référentiel, l'explication, je crois, est simple. C'est que les demandes, vous voyez cette barre, sont faites sur le référentiel. Si on demande le référentiel, on obtient le référentiel. Quelquefois, on demande un peu en dessous, le fameux 0,9. Le fameux 0,9, ce sont les parties en demande qui ne se sont pas alignées sur le référentiel le plus récent. Et bien sûr, il y a des demandes au-dessus, vous les voyez ici, les demandes au-dessus qui ont parfois été satisfaites, parfois ne l'ont pas été. Donc le référentiel comment dire, ouais, j'allais dire contraindre, mais contraint seulement dans l'esprit peut-être des demandeurs, contraint les demandes, il est en tout cas extrêmement normatif sur les demandes, il l'est aussi dans une moindre mesure sur les offres. Même type de graphique, cette grande barre représente les offres qui sont faites au niveau du référentiel. Beaucoup sont faites en dessous, toujours avec ce 0,9 à peu près, qui en réalité est l'utilisation de l'ancien tableau, et puis des offres qui sont très en dessous. Quelques petites offres très peu nombreuses qui arrivent à être faites au-dessus du référentiel. Là aussi, en fait, c'est quand on a 1%, 2%. Donc, pour répondre à Claudine, les demandes sur le DFP sont essentiellement sur le référentiel. Donc, à partir de là, il n'est pas surprenant que les décisions le soient aussi. Pour les souffrances en durée, même type de tableau, mais ce que je représente ici, ce sont les demandes. Et l'on voit que les demandes, surtout quand on est dans les cotations les plus basses, elles se font majoritairement sur la borne supérieure du DFP, pardon, du référentiel Morlaix. Donc en réalité, quand on a du 2 sur 7, on a énormément de demandes, c'est ces espèces de gros ronds que vous voyez là, qui se font à 4000, parce que 4000 c'est la borne supérieure du référentiel, on vous dit 2 sur 7, c'est entre 2 et 4000, donc souvent ça se fait. Mais bien sûr, on a des demandes qui excèdent fortement, on a une demande pour les souffrances en durée à 3 sur 7, à 400 000 euros. On verra tout à l'heure si cela se traduit forcément dans des décisions plus hautes ou pas. Quand on augmente dans les cotations, on voit que les demandes ont tendance à être supérieures aux fourchettes du référentiel de Monsieur Mornay, même si on a toujours, malgré tout, des demandes qui sont sur ces fourchettes ou en dessous de ces fourchettes. Le référentiel, là aussi, pour les souffrances en durée, modèle en partie les offres, qui se font plutôt sur le bas de la fourchette, quelquefois en dessous bien sûr, mais on voit quand même qu'il y a un point d'ancrage sur le bas ou sur le milieu de la fourchette. Beaucoup d'offres se font sur le bas, sur le milieu de la fourchette, ou quelquefois au milieu, voire exceptionnellement sur le haut. Et cela, encore une fois, est plus prégnant sur les petites cotations que sur les grandes. Pour l'assistance tierce personne, les demandes sont là aussi assez souvent faites en fait à l'intérieur de la fourchette et n'excèdent que très rarement les 25 euros, voire se font plutôt au milieu de la fourchette suggérée, autour de 20 euros, 18, 20 euros. Donc il n'est pas surprenant que les décisions fassent de même. Essayons maintenant de comparer les postes avec ou sans référentiel. On va introduire une grandeur mathématique qui est la variabilité des indemnisations que l'on va traduire par un écart type. On s'accroche, on fait des maths. Allez, c'est parti. L'écart type,
c'est la moyenne des écarts à la moyenne. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Cette première barre correspond à un préjudice esthétique permanent coté à 3 sur 7, tel qu'apprécié par un tribunal administratif. On a pris toutes les décisions des tribunaux administratifs qui faisaient 3 sur 7 et on en a fait la moyenne. Ensuite, on est allé voir chacune des décisions pour compter de combien elle s'écartait de la moyenne. Est-ce qu'elle est 1000 euros en dessus, 1000 euros en dessous, 2000 au-dessus, 2000 au-dessous? On a fait cela pour toutes les décisions. Ça nous donne les écarts à la moyenne. Et on a fait la moyenne de ces écarts. Et la moyenne de ces écarts, ça s'appelle l'écart type. Ce qui nous permet de dire que plus cette dimension écart type est importante, et plus les décisions vont être variées. Moins peut-être pourraient-elles être prévisibles. Quand j'ai un écart type comme ici à peu près 1500 euros, celui du tribunal administratif, je sais que le tribunal administratif s'est donné une moyenne d'indemnisation et que je vais en moyenne être 1500 euros en dessous ou au-dessus, mais c'est à peu près cela. La cour d'appel judiciaire a un écart type qui est à près de 4000 euros. Ça veut dire qu'il y a une beaucoup plus grande amplitude dans les indemnisations qui sont données. Elles vont être bien plus différentes. Si vous avez besoin d'une explication, enfin d'une réexplication de cet écart type, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Ce que l'on observe, c'est que en général, pour ces préjudices esthétiques permanents à 3 sur 7, souffrance en durée à 4 sur 7, assistance tierce personne, on a souvent des décisions qui sont plus variées, plus différenciées dans les cours d'appel judiciaires que dans les autres décisions, que les tribunaux judiciaires se sentent peut-être un peu plus libres, que les décisions sont plus homogènes, plus resserrées dans les tribunaux administratifs ou cours administratifs d'appel. Si vous voulez voir cela sur les fameuses boîtes à moustaches TEMIA, en fait, ce que l'on mesure ici, en gros, c'est la taille de la boîte. Est-ce qu'elle est très étendue ou est-ce qu'elle est très condensée? Gardez à l'esprit que sur ces postes qui ont un référentiel avec des chiffres, on a des écarts types à 3000, 4000, 5000 euros. Observez aussi que cet écart type varie fondamentalement, ici pour le préjudice esthétique permanent, selon les cours d'appel. Tout à gauche, Amiens. Amiens a tendance à donner un peu toujours la même chose, des sommes voisines. Nancy, tout à droite, a la plus grande amplitude. Et vous voyez que ces amplitudes sont très variées dans l'ordre. Nancy, de droite à gauche, Nancy, Rennes, Montpellier, Aix-en-Provence, Caen, on a probablement une très forte individualisation de l'indemnisation. Alors que Amiens, Toulouse, Nîmes, Orléans, Lyon, Bordeaux, Dijon, on aurait une plus faible variabilité dans l'indemnisation. On la retrouve aussi pour l'assistance tierce personne non spécialisée. Et vous savez à quel point cela peut être important, puisqu'il y a ensuite des coefficients multiplicateurs. Alors tout à droite, on a Nouméa. Nouméa avec un écart type à plus de 7, mais il n'y avait que 2 décisions. Donc il suffit de 2 décisions très différentes pour que cela fasse un écart type très fort. Mais même quand on redescend vers Reims, Besançon, Montpellier, Limoges, on a pour cette même assistance tierce personne non spécialisée plus de 4 euros par heure d'écart type. Donc cela signifie que l'on peut faire dire au juge des choses très différentes, alors qu'à Agen, Dijon, Bourges, Poitiers, Fort-de-France, Chambéry, on a des décisions qui sont beaucoup plus resserrées. Mais passons à des postes qui ne sont pas soumis à des référentiels, pas à des données chiffrées dans les référentiels. Alors, nous retrouvons des écarts types qui sont en principe plus prononcés dans les tribunaux judiciaires que tribunaux administratifs. Ici, ma première colonne, c'est sur préjudice sexuel, puis j'ai le préjudice d'agrément, puis j'ai le préjudice d'établissement. Alors, on voit qu'en revanche, pour le préjudice d'établissement, il y a plus de différences, etc. Mais surtout, regardez les montants des écarts types. Là où, quand il y a des référentiels Mornay, des fourchettes Mornay, on avait 3, 4, 5 000 euros d'écart type,
Ici, on trouve 12 000 € d'écart type pour le préjudice sexuel. On trouve 10 000 € enfin jusqu'à 10 000 € d'écart type pour le préjudice d'agrément. Jusqu'à 44 000 € d'écart type pour le préjudice d'établissement. On a donc des décisions qui sont beaucoup plus variées lorsqu'il n'y a pas de référentiel qui donne des fourchettes. Les fourchettes sont donc, clairement, les chiffres l'indiquent, un puissant vecteur de standardisation, d'uniformisation des décisions au sein d'une même cour d'appel. On a évoqué le fait de savoir s'il y avait eu une inflation dans le référentiel. Bon, donc on sait que non, enfin du moins pas depuis 2017 ou 2020 selon les postes. Y a-t-il une inflation dans les décisions? Alors, le DFP, ça ne sert à rien de le travailler puisqu'on donne toujours la même chose. Sur l'assistance tierce personne, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une légère inflation sur les deux lignes du bas qui représentent tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel. Très légère inflation, certainement motivée par l'abandon et donc des décisions récentes un peu plus hautes du référentiel de l'ONIAM. On a des mouvements contradictoires pour le taux horaire de la tierce personne entre les tribunaux judiciaires qui donneraient de moins en moins et les cours administratives, et les cours d'appel qui donneraient de plus en plus pour cette assistance tierce personne non spécialisée temporaire. Si on essaye de zoomer, est-ce que c'est en raison des demandes? On voit que les demandes, que ce soit pour les tribunaux judiciaires ou les cours d'appel, sont en légère inflation, mais ce qui a du sens, puisque le SMIC augmente, il y a une inflation en général, donc cela a parfaitement du sens. Mais, quand on regarde les offres, on trouve que les offres sont en forte baisse devant le tribunal judiciaire et plutôt en hausse alors qu'elles partaient de bas devant le devant la cour d'appel. Donc, nous avons un mouvement en sens contraire entre le premier et le deuxième degré qui s'explique probablement, mais alors après la raison plus profonde je ne la connais pas, par des offres qui varient. Si l'on recherche le préjudice esthétique permanent, ici, je vous ai représenté les différentes lignes de couleurs, ce sont les tendances en fonction du degré de la cotation du préjudice esthétique permanent. Vous voyez que les deux en bas, c'est-à-dire les cotations à 1 et 2, sont strictement horizontales, aucune inflation sur le préjudice esthétique permanent à ces faibles cotations. À 3 sur 7, on a une légère inflation, mais à 4 sur 7, on a une déflation plutôt marquée, et on a encore des lignes qui se croisent entre 5 et 6. Donc au final, on ne peut pas dire qu'il y ait d'inflation sur ce poste de préjudice. Sur le préjudice d'établissement, on a très clairement une déflation. On donne de moins en moins d'euros pour le préjudice d'établissement. Sur le préjudice sexuel, on a une très légère inflation, mais vraiment il faut mettre une règle pour s'apercevoir que la courbe monte, elle est quasiment à l'horizontale aussi. Avec un petit paradoxe pour le préjudice sexuel, si on essaye de voir pourquoi il y a cette légère inflation, à gauche, je vous ai mis les demandes qui sont en déflation, plus on avance et moins on demande pour le préjudice sexuel en moyenne, alors que les offres seraient plutôt de plus en plus hautes, il y aurait une inflation des offres qui pourrait expliquer ceci. Le préjudice d'agrément est lui aussi en légère inflation. Bref, il n'y a pas d'inflation sensible sur nos postes extra-patrimoniaux. En tout cas, si elle existe, elle est très inférieure à l'inflation générale, celle des prix et des services. Et c'est surtout les mouvements en demande, en offre qui finalement l'expliquent. C'est normal puisque le référentiel n'évolue pas. Posons-nous maintenant une question, et ça sera la dernière, jusqu'à ce que Rafa puisse vous expliquer un peu comment on a obtenu ces chiffres, comment fonctionne Temia. Il va soulever le capot un minimum pour vous, et que nous puissions échanger sur ces chiffres, sur vos pratiques, sur le sens que vous donnez au référentiel, ou sur le combat que vous pouvez mener contre le référentiel. J'aimerais que l'on se pose la question de savoir s'il y a un risque à faire des offres trop basses ou des demandes trop élevées. Un espèce d'effet pervers. En effet, il y a deux théories qui s'appellent la théorie du sourire et puis du sourire inversé ou de la montagne.
Ce sont des théories qui fondent les solutions, les logiciels, les sites internet concurrents à Temia qui vous proposent une prédiction en termes de probabilité de vos montants. Ils fonctionnent avec des courbes disant que si vous êtes en demande et que votre demande est basse, évidemment la décision est basse puisque le juge ne pourra pas vous donner plus que ce que vous avez demandé, c'est le principe de l'interdiction de l'ultra petita. Mais que si votre demande est trop élevée, le juge peut avoir tendance à la considérer comme étant déraisonnable et à donner ce qu'offre l'autre partie. Donc on aurait une espèce de montagne ainsi avec, pour chaque situation, une espèce d'optimum. Si on demande moins, on aura moins. Si on demande plus, on aura moins aussi. Et si vous êtes en position de défense, en position de faire une offre, ce serait la même chose. Bien sûr, si votre offre est très élevée, le juge ne va pas statuer un fra petita et va vous donner un montant très élevé. Mais si votre offre est très basse, vous allez énerver le juge et le juge va avoir tendance à accorder le montant de la demande si cette demande lui paraît raisonnable. Et donc vous auriez, quand vous êtes en défense, une espèce là aussi d'optimum vers le bas qui est le chiffre à demander. Est-ce que cela se retrouve dans les décisions? Observons, j'ai ici pris le taux horaire de la tierce personne. Sur l'axe horizontal, ce sont les demandes à 10 € par heure, tout à gauche, jusqu'à 38 €. Sur l'axe vertical, ce sont les décisions. Donc on voit quelques anomalies, parce que des demandes à 16 € par heure qui donnent une décision à 20 € par heure, mais en réalité c'est parce que comme on n'était pas d'accord sur le nombre d'heures, le juge a pu tricher ainsi. Mais l'on voit sur cette ligne ici tout le chapelet des décisions qui se sont faites exactement au niveau de la demande. Mais l'on voit aussi que quand on a demandé 30 € et plus, on a plutôt obtenu 22 et moins. Quand on demandait 25, on obtenait 25 ou moins, mais comme si vous voyez cette courbe qui essaye de passer au plus proche de chaque point, cette courbe fait une montagne. Demander trop, c'est s'exposer à avoir moins. On retrouve la même chose pour les souffrances endurées à 4 sur 7. Quand on demande 65 000 €, on arrive à avoir 60 000 €. Je vous rappelle, la fourchette à 4 sur 7, le référentiel nous dit c'est entre 8 et 20 000 €. Et vous voyez que quand on demande plus de 20 000 €, il arrive que l'on obtienne moins que le maximum de la fourchette. Il y aurait là aussi une espèce de courbe qui inciterait à ne pas demander trop parce que ça aurait des effets pervers. Réciproquement, si on regarde les offres pour les souffrances à 4 sur 7 et seulement devant les tribunaux judiciaires, devant les cours d'appel, c'est un petit peu moins net, probablement parce qu'il y a des biais de confirmation de ce qui a pu être donné en première instance et peut-être des offres qui se font en fait en disant ok, on accepte ce qui a été donné en première instance. Mais là aussi on voit que évidemment, si on propose beaucoup, on s'expose à payer beaucoup, mais proposer très peu, comme 1 500 €, ça expose à payer un peu plus que ce qui aurait été acceptable. Donc quand on en est là, on a tendance à dire que ces modélisations en termes de sourire et de sourire inversé ou de montagne se retrouvent dans l'exploitation des décisions, se retrouvent dans les données. Mais ça ne marche pas pour le préjudice d'agrément. Vous voyez, quand je demande à l'ordinateur de tracer la courbe, il ne me trace pas. Ici, j'ai mis les demandes sur l'axe horizontal, j'ai mis les demandes de préjudice d'agrément, sur l'axe vertical, les décisions. Il ne me trace pas une montagne. Ou plutôt une montagne qui ensuite remonte parce que j'ai des demandes très élevées qui ont permis d'avoir des indemnisations correctes. Pas forcément les plus hautes, non, mais des indemnisations tout à fait correctes. Et si je regarde les offres, c'est la même chose sur ce préjudice d'agrément. Je n'ai pas de sanction des offres très basses. Les offres très basses ne conduisent pas à un préjudice d'agrément très élevé. Mais le préjudice d'agrément par rapport aux souffrances endurées ou à la tierce personne, il n'y a pas d'indication chiffrée dans le référentiel. Le préjudice d'établissement, voyez-vous, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai les demandes et j'ai les décisions. On n'a pas de montagne comme on a eu pour les souffrances endurées. On a une espèce de droite. Alors bien sûr, quelquefois, on demande 100 000 € et puis on n'a rien. On a 25 000 €, puis quelquefois on a 100 000 € quand on demande 100 000 €. Mais en tout cas, on ne voit pas cette espèce de sanction de la demande excessive. Enfin, attention, quand je dis excessive, c'est qui apparaîtrait excessive
aux yeux du juge. Moi, je ne juge pas les demandes ou les offres dans l'absolu. Idem pour le préjudice sexuel, même si on a l'impression qu'une montagne se dessine, elle se dessine tout au bout. Et donc ce n'est pas ce qui compte. Ça, c'est pour les demandes, pour le préjudice sexuel. Et quand on regarde les offres, même chose. Pas de sanction des offres extrêmement basses. Autrement dit, cette théorie du sourire ou de la montagne, elle n'est valable que pour les postes qui ont une fourchette chiffrée dans le référentiel. Cette attention que l'on peut vous dire à l'issue de certaines recherches en disant si vous demandez trop, si vous offrez trop peu, vous allez avoir un effet pervers, il semble, c'est à confirmer avec d'autres études, mais il semble que ce soit vrai lorsqu'il y a un référentiel, que ce ne soit pas vrai lorsqu'il n'y a pas de données chiffrées dans le référentiel. Ce qui voudrait dire que le référentiel est véritablement quelque chose qui façonne le raisonnement du juge au-delà même de ce que l'on pense, puisque il a tendance à sanctionner ce qui semble, à ses yeux, s'éloigner du référentiel. Si l'on regarde donc, en deux mots, le référentiel par rapport aux données, le constat, il est un petit peu double. D'une part, l'existence de données chiffrées dans le référentiel a un effet extrêmement fort sur les décisions, mais qui s'explique peut-être aussi parce que les demandeurs et les défendeurs suivent le référentiel, mais sans doute aussi, et ça ce sont les montagnes et les sourires, par cette espèce d'attraction du référentiel pour les magistrats. Néanmoins, ce référentiel, on peut en sortir et on a quasiment autant de décisions qui tombent en dehors des indications chiffrées du référentiel lorsqu'il y a une fourchette qu'à l'intérieur. En revanche, pour le DFP, on décide presque tout le temps à hauteur du référentiel, mais c'est aussi parce que l'on demande presque tout le temps à hauteur du référentiel. J'ai hâte d'engager la discussion avec vous. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais passer la parole à Rafa pour qu'il puisse nous expliquer comment on arrive à obtenir toutes ces décisions. Rafa, est-ce que tu as un souci pour prendre la parole peut-être? Ah, j'ai rebloqué ton micro, je suis absolument désolé, c'est entièrement de ma faute. Il faut que j'arrive à faire une nouvelle manipulation. Voilà. Là, c'est bon. Je suis désolé, c'est entièrement de ma faute, encore une fois. Pas de souci. Écoute, très intéressant de voir toutes ces données-là. Christophe, il y a plein de données que je ne savais pas. En fait, je découvre avec vous aussi en même temps. Du coup, très, très, très intéressant de voir la théorie du sourire et dans quel cas elle s'applique et dans quel cas elle peut ne pas s'appliquer. Je vais vous parler très rapidement du coup de comment on a fait techniquement pour avoir ces données-là et comment Tenia fonctionne, surtout dans la partie des données. Nous, chez Temia, on est une boîte d'intelligence artificielle, on est une legal tech, mais contrairement à la plupart des autres legal tech, on ne fait pas un chatbot et on ne fait pas surtout un chatbot qui hallucine et qui vous répond des choses qui ne sont pas vraies. Chez Temia, l'exactitude des données, surtout pour des études comme celle qu'a fait Christophe, est très très importante. On considère que la précision, le référencement des données, surtout, être basé sur ce qui est vraiment écrit dans la décision et pas basé sur ce que l'intelligence artificielle peut nous dire, est fondamental. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec Christophe, on définit un modèle sémantique qu'on cherche du coup dans le dommage corporel. On a aussi un module en droit du travail et ce sont des modèles sémantiques différents qui nous permettent à dire à l'intelligence artificielle ce que l'on cherche dans des décisions spécifiques. Grâce à ce modèle, l'intelligence artificielle peut surligner les décisions
et extraire toutes les données qu'on cherche, telles que les cotations des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, temporaire, et surtout les montants qu'on vous a montrés ici. Et une fois qu'on a extrait ces données-là, on a un système de vérification, d'abord avec des règles qu'on a pu définir avec le professeur. Par exemple, des plages pour le DFT journalier, pour surtout la base horaire de l'ATP. Puis avec l'intelligence artificielle elle-même pour comparer ce qu'on a trouvé dans le texte de la décision avec ce qu'on a extrait comme données. Et finalement, pour toutes les données qui nous semblent aberrantes, on a des juristes spécialisés, Christophe parmi d'autres, qui vont regarder les données et rectifier des erreurs qui peuvent apparaître. C'est grâce à ce système de vérification qu'on peut être sûr des données qu'on vous montre. Et là, on est déjà dans la 4e version de ce système et on continue d'évoluer et d'essayer de pousser en avant Temia. Là qu'on peut être, là qu'on est sûr de l'exactitude de nos données, on peut passer à la prochaine phase qui est la complétitude des données. Du coup, s'assurer que si une décision parle d'un poste de préjudice, on est sûr de la noter et de l'extraire et de vous les montrer et de l'inclure du coup dans toutes ces statistiques qu'on fait. Voici en quelques mots comment fonctionne Temia d'un point de vue technique et je suis sûr que vous avez quelques questions que bon, moi je ne peux pas répondre, mais Christophe, je suis sûr qu'il va pouvoir vous répondre.